à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir, incroyable. Bonsoir, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs pour votre émission préférée qui parle de politique sur Twitch, sur YouTube et en podcast. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va parler de politique pendant les heures qui viennent. On a beaucoup de choses à se dire, des invités prestigieux qui vont venir sur ce plateau discuter avec nous de sujets passionnants. Bonsoir le chat, bonsoir les commentaires sur YouTube, bonsoir les gens sur Twitter, bonsoir Internet. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. Qu'est-ce que je veux dire? Ce soir, je suis pas tout seul, je suis avec les Totally Spies. Et ça fait plaisir. Les meilleures chroniqueuses du monde, bonsoir toutes les trois. Bonsoir Léa, comment tu vas? Fort bien. Ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau de Backseat. Eh ben, je suis ravie d'être là. Ben Merci. ouais, nous aussi. Léa, tu es podcasteuse, tu as créé le podcast Popol, où tu parles de politique avec des femmes. Tout à fait. Et tu as aussi publié il y a 2 ans Plus de femmes en politique. Il y a un an tout pile et Il y a un an tout la pile. version poche sort dans 2 semaines. Sérieux? Ouais. Trop bien. Du coup, ce sera moins cher. Nickel. Avec nous aussi ce soir, on est avec Sacha. Comment tu vas? Salut Jean, ça va, super, et toi? Bah écoute, ça va très bien. Content de te retrouver, Sacha. Moi Tu es aussi. journaliste au Journal du Dimanche. Absolument, Un journal qui sort le... mercredi. Absolument, merci beaucoup. Est-ce que tu étais dans la manif cet après-midi pour couvrir pour le Non, journal? pas du tout, j'ai bossé de chez moi cet après-midi. Le télétravail, c'est une chose formidable. C'est Pour une rendre chose compte de la formidable. manif ou... Non, Non. D'accord, ok. Donc t'as bossé chez toi cet après-midi. Ça fait plaisir que tu sois avec nous. Moi aussi, ce je suis très soir, contente d'être là. Sacha. On est aussi avec Claire. Salut Claire. Salut. Ça roule? Ouais, très bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Claire, tu es militante écologiste. Tu as été candidate sous l'étiquette de la NUPES aux élections législatives l'année dernière et tu es chercheuse en théorie politique. Tout à fait. Ça se passe la thèse? Non. ça sera mieux quand ça sera passé, c'est-à-dire dans 1 ou 2 ans. Voilà. Mais C'est ce qu'on dit long. toujours. D'accord. Et bah écoute, on a hâte de picoler avec toi pour fêter ta soutenance. Avec plaisir, ouais. Tu nous inviteras ou pas? Ah oui, clairement. Qu'est-ce que je voulais dire? On a plein de sujets dont on avait envie de discuter ensemble dans les actus de la semaine. Je crois qu'on a un jingle pour les actus de la semaine. C'est parti pour les actus de la semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci le public. Vous êtes au top. Alors, dans les actus de la semaine, ça va vraiment devenir le fil rouge de Backseat cette année. Les retraites, on va Pas le choix. Pas le choix. Les retraites, c'est reparti, la réforme des retraites. Aujourd'hui, alors, 2 choses importantes. On en est où? Journée de mobilisation interprofessionnelle partout en France aujourd'hui, journée de grève et de manifestation en France et dans beaucoup, à Paris et dans beaucoup de villes. Oh, le lapsus. Ouais. Pardon, j'étais obligée de relever. Aligné par la patrouille, Comme- bam. Non, C'est ça, personne n'a rien entendu. En on enchaîne, région. on enchaîne. En province. Quel connard. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est à la fois donc, une nouvelle journée de mobilisation, je crois la 4e journée nationale, et on est à 48 heures seulement de la fin du marathon législatif à l'Assemblée nationale. Donc, on arrive à la fin aussi du marathon côté Assemblée. Un moment important où la pression continue à monter sur le gouvernement, elle est très prégnante à l'Assemblée nationale, peut-être un peu plus faible dans la rue. Comment ça s'est passé aujourd'hui, Claire? Alors moi, ce que je retiens, c'est déjà des cortèges où les jeunes sont encore très présents, du moins dans les grandes villes où il y a des universités, enfin, notamment à Paris, c'était assez visible avec... Un point de rencontre dès 11h à la Sorbonne où il y avait du monde, quoi. Voilà. Je pense aussi la forte présence dans les villes moyennes, voilà, typiquement Albi où il y a eu du monde, c'était un petit peu le centre névralgique pour la journée de mobilisation d'aujourd'hui. Et puis quand même, ça tient. C'est-à-dire que là, ça fait, je ne sais pas à combien de manifs on est, mais il y a toujours du monde dans la rue, quoi. Et Cinquième, ouais. dire la C'est la force 5e. d'une mobilisation, elle ne se compte pas au jour J de aujourd'hui combien il y a eu de personnes. C'est est-ce que ça dure? Et là, force est de constater que même sur des jeudis, donc des journées où il y a les gens doivent poser Un jour de grève, c'est ouais. un jour les de vacances grève. scolaires. Et c'est les vacances. C'est les vacances scolaires, par contre. C'est vrai. Mais du Ouais. coup, Sauf à aussi- Albi, justement. C'est pour ça qu'ils avaient choisi Albi. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, en plus. Bah ouais, Donc, bien sûr. ouais. Moi, je pense que ça tient et que Enfin, dans finalement, la la résistance qui se manifeste aussi à l'Assemblée, les deux se nourrissent, quoi. Il y a un espèce de, Ouais. de parallélisme entre les deux. T'as parlé T'as d'Albi. pas l'air convaincu, t'as l'air Si. moins Non, je convaincu que réfléchis moi. à haute voix parce qu'on va en parler justement du lien avec l'Assemblée nationale. Ouais. T'as parlé d'Albi, effectivement, t'as dit centre névralgique. Particularité d'Albi aujourd'hui, c'était là. Joli petit port de pêche.
Absolument, clairement. D'ailleurs, on embrasse les Albigeois. Albi, c'était la ville où se sont donné rendez-vous les têtes de pont nationales. C'était aussi ça la particularité. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça, l'intersyndicale ? Déjà, par rapport au calendrier des vacances, précisément, ça vous a peut-être échappé, mais c'était une des raisons qui a mobilisé en fait les syndicats pour aller à Albi, parce que c'était hors période scolaire. Dans la région. Après, il y avait aussi cette volonté de montrer un front uni, de montrer que la contestation est encore présente, qu'elle prend davantage, que les syndicats continuent à faire front commun, ce qui est quand même assez remarquable, parce qu'on aurait pu imaginer peut-être un infléchissement dans une certaine mesure de la CFDT qui aurait pu dire les choses n'avancent pas tout à fait dans le sens qu'on aimerait. Il y a aussi cette volonté de la part de la CGT de pousser les parlementaires à aller jusqu'au débat sur le recul de l'âge légal, donc l'article 7. On va en parler. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Donc je pense encore cette volonté de montrer que les syndicats marchent main dans la main, que l'intersyndicale tient. Malgré tout, ce qui est assez surprenant. D'ailleurs, on aurait pu peut-être s'attendre à ce que ça foire à un moment donné, mais c'est quand même assez historique et remarquable, je trouve, en tout cas, ce front uni. Je suis d'accord avec toi, Léa, mais il y a un truc, moi, sur lequel j'ai un doute, justement, sur la poursuite de la mobilisation. Enfin, pas la poursuite, mais sur les suites. C'est qu'on sent qu'il commence à y avoir des disparités sur, justement, la poursuite du mouvement. Il y en a qui vont demander des grèves générales et carrément le blocage complet de la France, alors que d'autres vont dire non, il faut qu'on continue à se mobiliser, plutôt comme la CFDT, du coup, pour le coup. Attends, c'était pas Laurent Berger qui avait dit qu'il était chaud pour bloquer le pays le 7 mars ? Il avait dit ça, mais bon, le fait est que ça aura lieu le 7 mars. Ouais. Je crois que le point d'achoppement, en tout cas par rapport aux différentes positions des syndicats, c'est surtout grève reconductible ou non, en fait. Voilà. Et je crois que c'est là-dessus que la CFDT et la CGT, en tout cas, ont du mal à s'accorder. On aura un blocage le 7 mars. Est-ce que ça sera reconductible le 8, le 9, le 10, le 11, etc. C'est là-dessus que je pense qu'il y a un point il y a un point de divergence entre les syndicats. Et je me demande si les mobilisations ne vont pas se cogner là-dessus un moment, parce que dans l'opinion publique, on sent aussi que les Français demandent justement à ce que ça aille parfois plus loin. Bizarrement. Mais c'est pas obligé d'être un point d'achoppement, ça peut aussi être différentes stratégies avec une partie du corps syndical qui choisit d'aller plus loin et une autre qui choisit... Enfin, le front uni me paraît assez solide à l'heure actuelle pour qu'en fait, ils se mettent d'accord de manière intelligente pour adopter la stratégie qui leur paraisse la meilleure, même si elle n'est pas unie sur l'ensemble des actions. Quoi. Et puis, par ailleurs, c'est aussi la sociologie des militants de ces différentes centrales syndicales. Exactement. La CFDT, c'est plutôt le privé, c'est parfois plus compliqué de faire grève. Le CGT, c'est plutôt le public. Encore une fois, ce sont des nuances, mais ça peut aussi dire quelque chose de la facilité qu'on peut avoir à appeler à une grève reconductible. La culture, en fait, syndicale. Et puis aussi la culture syndicale, c'est importante. Enfin, si on est à la CFDT et pas à la CGT, il y a des raisons aussi sur, en tout cas, la conception de l'engagement syndical qui est radicalement différent. Parce qu'il y a même, pour passer du temps en manif, il y a même un vécu différent de la manif, où tu sens que la CGT, elle fait pas la manif de la même manière que la CFDT. Enfin, c'est beaucoup, le cortège CFDT, il est beaucoup plus calme, Enfin, vraiment, il y a une différence. C'est palpable. Non, mais je ne trouvais pas ça se marrant. sent, moi, je trouve. Et les merguez ne sont pas les mêmes. Ouais, il y a moins de saucisses. Il y a moins de saucisses, alors, je suis végétarienne, donc je ne saurais pas dire, mais... Non, mais c'est marrant. Non, mais en vrai, il y a quand même un truc. Si on prend un peu de distance sur ce mouvement-là de grève contre la réforme des retraites, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au grand retour des syndicats comme corps intermédiaire incontournable du mouvement social? Rappelez-vous, sur le plateau de l'excellente émission Backseat pendant les Gilets jaunes, etc., que n'avons-nous pas dit C'est une excellente question. Au moment des Gilets jaunes. Oh là là, c'est la désintermédiation, c'est la fin des corps intermédiaires, les syndicats parlent plus à personne, regardez, les gens se mobilisent par eux-mêmes, sur Facebook, c'est fini, les délégués syndicaux, les grèves votées à main levée le soir dans les AG, etc. Cette grève-là, cette mobilisation massive contre la réforme des retraites qui tient dans le temps, plusieurs millions de mobilisations, c'était sur ce plateau que Philippe Martinez parlait de la plus grande mobilisation depuis 30 ans, etc. Elle est complètement syndicale. Est-ce qu'on est en train de revenir il y a des retrouvailles entre le mouvement social et les corps intermédiaires? Ou est-ce que c'est un feu de paille, ça va redisparaître dans la foulée? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il y a effectivement, en tout cas au sein de la population, une certaine... on voit dans le corps syndical de la légitimité à mener ce type de combat. Et c'est bien normal puisque les partenaires sociaux et donc les syndicats au premier chef sont là pour justement gérer les questions sociales avec le gouvernement, etc. Là où il risque d'y avoir un potentiel échec, c'est dans la limite du dialogue avec le gouvernement, puisque le corps intermédiaire, comme tu le dis, fait l'intermédiaire entre le peuple et en l'occurrence l'exécutif et les parlementaires. Dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ce dialogue est totalement rompu, en fait. Pas avec les parlementaires, mais il est rompu avec le gouvernement. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne les a eu au téléphone la semaine dernière ou en début de semaine, il me semble. Oui, mais on voit bien que les choses n'avancent pas. Donc, en fait, le rôle central des syndicats, qui est pour moi celui de dialoguer avec le gouvernement pour faire avancer justement la cause sociale, risque finalement de se heurter à un mur et à un gouvernement qui n'est pas... dans cette culture du dialogue social, en fait. C'est aussi une question de culture du gouvernement, et c'est ce que Philippe Martinez nous avait dit. Peut-être que Laurent Berger viendra nous en parler aussi. Emmanuel Macron n'est pas le premier à décrocher son téléphone. Ce serait un échec malgré les syndicats, en fait. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce de marée montante de colère et aussi de situation de détresse, de précarité dans le pays, sur laquelle c'est ça qui a fait partir la flamme pour les Gilets jaunes. Et ça n'a pas disparu parce qu'il n'y a plus de manif le samedi. Donc je veux dire, en fait, moi j'ai plutôt l'impression que là, on est sur effectivement une lutte qui est syndicale parce qu'elle a un rapport direct avec le monde du travail, qu'elle a un rapport direct avec une réforme. Donc en fait, la forme syndicale s'empare plus facilement de cette question-là. Mais la vague sur laquelle le mouvement actuel s'appuie, il est complètement connecté avec tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc moi, je ne mettrais vraiment pas une espèce d'opposition entre les deux. C'est plutôt, j'ai l'impression, qu'il y a une vague, et là, elle reprend sous une forme peut-être structurée par les syndicats. Mais en fait, dans les manifs, il y a plein de gens... alors, c'est très divers, mais les Gilets jaunes et ex-Gilets jaunes sont là. Ils sont clairement là. Et regardez les villes moyennes. La raison pour laquelle c'est aussi fort dans les petites villes, c'est qu'il y a cette base sociale-là qui n'en peut plus, en fait. Et tout ça s'agrège autour de ce mouvement-là. Et pas forcément autour des syndicats, par ailleurs. Voilà. Pas forcément, c'est vrai. Du côté de l'Assemblée nationale maintenant, parce que c'est aussi là que se joue cette réforme, on est en discussion donc en séance publique à l'Assemblée nationale, ça fait depuis le début de la semaine. L'ambiance est particulièrement tendue. Ces débats sont marqués par un niveau de tension assez stratosphérique à l'Assemblée nationale. On va en discuter, je voudrais un peu avoir vos regards là-dessus. On a entendu parler notamment d'exclusion d'un député, Monsieur Porte, pour une photo malheureuse sur Internet où il posait avec un ballon de foot à l'effigie du visage du ministre Olivier Dussopt qui porte cette réforme. Il y a eu hier avant-hier, un autre député de la NUPES qui a traité le ministre d'assassin avant de présenter ses excuses et d'être sanctionné. D'une manière générale, tous les observateurs s'accordent à dire que il y a une ambiance de merde à l'Assemblée, que c'est tendu comme ça l'a rarement été. Qu'est-ce que ça dit du niveau de dialogue qu'on a dans la Chambre parlementaire et dans le paysage politique, Léa ? Déjà, c'est souvent le bordel à l'Assemblée, il faut quand même le dire. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis la nouvelle législature, on a une polarisation qui est plus importante par rapport à 2017. Déjà, le gouvernement n'a plus sa majorité absolue, on est sur une majorité relative, donc il y a moins de députés proches de la majorité. On a quand même près de 90 députés RN, on a beaucoup plus de députés insoumis, ce qu'on n'avait pas au départ. Donc on a cette polarisation qui, à mon avis, accentue le clash, accentue les invectives, auxquelles on n'était pas du tout habitué, en fait, avec la précédente législature. Donc il y a déjà ça. Après, on est quand même sur un sujet, sur une réforme qui est très importante. C'est pas importante sur le fond, ça on peut en discuter, bien sûr. Moi, je pense que cette réforme n'a pas lieu d'être sur le fond, mais ça, c'est mon avis personnel. Sur la question politique et stratégie politique et le message que ça envoie, c'est une réforme qui est la réforme clé d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron n'arrive pas à aboutir avec cette réforme, il n'arrivera plus à rien faire. Donc, il veut aller jusqu'au bout. Donc, il y a effectivement cette réaction très forte de la part des oppositions qui, par ailleurs, se cherchent. On voit bien, parce que finalement, les invectives qui ont pu avoir lieu récemment, enfin cette semaine et la semaine dernière à l'Assemblée nationale, ne fait que renforcer les députés de la majorité autour du président, autour du gouvernement. Mais d'où la question, je me tourne vers Sacha et vers Claire, est-ce que c'est une stratégie efficace
de la part de la NUPES, de la part des députés de la NUPES qui appliquent cette stratégie. Ils sont pas tous d'accord. Tu veux y aller ? Alors moi je pense pas, mais en plus cette stratégie de la bordélisation, on sait qu'elle vient essentiellement des députés insoumis. Quelques députés insoumis notamment. De quelques députés insoumis. Et le problème, c'est qu'on sent qu'au sein de la NUPES, ça commence à casser les pieds, en fait. Pour parler un peu grossièrement, c'est-à-dire que André Chassaigne, chef de file des communistes, a dit « Je suis choqué par l'attitude de certains insoumis ». Ils n'ont pas la même culture parlementaire non plus, c'est très intéressant. Mais même les socialistes se montrent ultra frileux face à cette méthode. Et pendant la campagne présidentielle, les insoumis avaient montré qu'ils étaient capables de gouverner. Et là, avec cette stratégie de bordélisation incessante, après, c'est pas les seuls à être pointés du doigt. Hein. Je pense qu'il y a des députés Renaissance qui ne se comportent pas super bien à l'Assemblée non plus. Donc, ça, c'est sûr. Voilà, ne faisons pas de généralité, quoi. Mais ce serait malhonnête de dire que c'est les filles foutent le bordel pendant que les autres, ils sont tous... Exactement. Mais comme c'est ceux qu'on voit le plus et qu'on entend le plus, et qui sont le plus là sur les réseaux sociaux à invectiver les autres députés, on se dit, est-ce que finalement ces gens-là sont capables de gouverner, quoi ? Moi, je me demande si... Claire, vas-y, excuse-moi. Parce que, en fait, je voudrais prendre le contre-pied. Ah ouais, vas-y. Parce que, en fait, la politique, c'est du conflit. Hein. Et ce dont on parle, là, c'est des lois dont les résultats peuvent être d'une violence extrême sur la vie et sur le corps des gens. Donc, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une intensité dans les débats en ce moment à l'Assemblée, parce que là, même statistiquement, ce qui va se passer si cette loi passe, c'est que des gens vont mourir avant d'atteindre l'âge de la retraite. Donc, je veux dire, moi, je pense qu'il faut être vraiment méfiant avant d'utiliser des mots comme « c'est le bordel »,« c'est la bordélisation », etc., etc., parce que, en fait, le conflit, c'est inhérent à la politique. On ne pourra jamais l'éviter. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des différences entre des formes de conflits qui sont peut-être plus intelligentes, plus légitimes que d'autres, mais je nous inciterais plutôt à avoir une espèce de faire attention quand on a tendance à dire « oh là là, à l'Assemblée, c'est un espèce de chaos, bordel, etc. » Parce que déjà, historiquement, ça a été beaucoup plus, le bordel est beaucoup plus violent que ce que ça est aujourd'hui. Et que aussi, une particularité, c'est qu'on est à un moment où la Macronie, en tant que projet de lisser les différences entre droite et gauche, donc finalement lisser le débat, lisser le clivage idéologique, ça, c'est en train de se fracasser. Donc bien sûr qu'on assiste à un retour de la conflictualité et du vrai débat, qui est un débat de fond sur aussi le projet de société. Donc, je suis content que tu dises ça parce que ça fait des années que je me bats pour essayer de défendre le parlementarisme dans ce qu'il a aussi parfois de théâtral en disant que c'est porteur de sens. C'est pas des gamins dans une cour de récré, c'est plus que ça, c'est des militants avec tout ce que ça a de beau derrière et des motifs. Tu sais qui est d'accord avec nous là-dessus ? Jean-Louis Debré, figure-toi. Exactement. Ils l'ont sorti du formol. Ouais, Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré dans l'IB, rien que ça. Qui a déclaré dans l'IB, il a donné une interview et en gros, lui, ce qu'il dit, c'est ça va les chochottes. Là, lui, il a été président de l'Assemblée nationale à une époque où ça gueulait autrement plus fort. Il en a connu, lui, des communistes enragés, etc. Et en fait, il dit exactement pareil. Il dit, mais c'est bon, là, ça va, c'est le rôle de l'Assemblée, que ça gueule, que ce soit dur, que le gouvernement s'en prenne plein la gueule. En fait. Non, lui, il dit que la nouveauté, c'est que des gens, en tout cas du côté du gouvernement, qui visiblement, il critique beaucoup, rendent intolérable des trucs qui ont toujours été tolérés parce que ça fait partie du jeu. Alors pour moi, c'est vraiment... Salut Jean-Louis, on t'embrasse. Ça fait plaisir. Ce qui pour moi est vraiment intolérable et particulièrement dangereux, parce qu'on parle beaucoup effectivement de... Ils emploient des termes comme la haine. Enfin bon, c'est pas parce que tu vas dire à un ministre que c'est un assassin que t'appelles à la haine. Faut quand même y aller. Enfin, je trouve qu'il faut y aller très fort. Ça reste symbolique, c'est clair. Moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est d'entendre des discours xénophobes, sexistes, racistes, homophobes, transphobes à l'Assemblée nationale. Parce que ça a des répercussions réelles dans la société. Et ça, c'est plus nouveau, ça, pour le coup. Et ça, c'est plus nouveau. Et c'est plus toléré au sein de l'hémicycle, contrairement à ces invectives par rapport à des personnes très ciblées, qui sont généralement des personnes de la majorité ou du gouvernement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, les crimes de haine en France sont en hausse. Et les crimes de haine en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre sont en hausse drastique. À cause de quoi ? À cause d'un discours qui est finalement accepté. C'est-à-dire qu'on peut, comme l'a fait Astrid Panosyan récemment, soutenir une association transphobe pendant des QAG, personne ne va rien dire. En revanche, s'il y en a un qui dit « bon, vous êtes un assassin », et là, tout de suite, il est sanctionné. Et c'est très, très grave ce qui se passe, parce que finalement, on vient légitimer
à travers le discours politique, des attaques qui ont des répercussions sur la vie des gens. Et ça, moi, c'est ce qui m'inquiète particulièrement. Et la haine, elle est là. Et c'est ça qu'il faut combattre, à mon avis, au quotidien au sein de l'Assemblée nationale. Sacha ? Non, je pense que Léa a dit pas mal de choses quand même. Mais après, je pense que personne n'a dit ici que c'était grave de s'invectiver à l'Assemblée nationale. Non. Non, c'est ce que dit le gouvernement. Non, c'est l'excellent animateur de cette émission qui a provoqué l'assistance avec une question provoque pour vous faire réagir. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est la politique, que c'est le beau jeu, qu'il y a eu des débats pendant la légalisation de l'IVG, l'abolition de la peine de mort, etc. Et que c'est aussi une tradition française. Et que sans ça, on s'emmerderait un peu en vrai. C'est même une conception de la politique. Soyons assez honnêtes. On arrive déjà à la fin de cet échange. Je voulais aussi avoir votre analyse sur, au miroir de ça. Tu as commencé à en parler sur la haine, mais la stratégie du Rassemblement national. Parce qu'elle est là aussi la différence. Demain soir aura lieu un débat sur la motion de censure déposée par Marine Le Pen contre le gouvernement. Le Rassemblement national qui a décidé de déposer peu d'amendements dans le cadre de ce combat sur la réforme des retraites, qui s'oppose au projet du gouvernement, mais qui ne s'y oppose pas de manière aussi bruyante et aussi vivace que certains députés de la NUPES. Qu'est-ce que ça dit de Marine Le Pen ? Est-ce que c'est encore une énième illustration de sa stratégie de dédiabolisation et de respectabilité ? Est-ce que ça a vocation à marcher ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Claire. Moi, je trouve que c'est typique de tout ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire que là, vous avez une stratégie de lissage, on enrobe quelque chose qui est un projet de société raciste et violent. Et voilà, donc en fait, il est là le risque aussi dans le jeu qu'elle joue, c'est-à-dire d'avoir une technique de légitimation qui voile complètement l'aspect extrêmement brutal et du projet de société qui porte et qui a des répercussions qui peut-être passent pas par là les élus et les cadres RN, mais en fait les véhicules des idées d'extrême droite sur les réseaux, etc., sont extrêmement puissants, de plus en plus puissants, et ça commence à avoir des incidences réelles dans la vie de notre société, quoi. Donc encore une fois, c'est là où aussi ça devient important de bien caractériser ce qui est violent dans une posture politique. Mais le problème, c'est que le discours du lissage, il commence à devenir limite un peu mainstream. C'est-à-dire qu'il commence à être balancé un peu partout comme ça. Je voyais hier une députée RN dire « on est devenu l'opposition respectable ». Alors qu'on est le pire, c'est qu'elle a raison. En fait, c'est le drame du truc, c'est ce que tu dénonçais. Mais qu'est-ce que ça veut dire respectable ? Du coup, ça veut dire qu'il ne gueule pas partout à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas ça, être respectable. Être respectable, c'est ne pas avoir un discours homophobe, xénophobe, ne pas porter un projet de société violent, comme le disait Claire. C'est ça, être respectable. C'est-à-dire qu'être respectable, c'est... Oui, non, mais c'est ce qu'on a déjà dénoncé plusieurs fois, en tout cas que moi, j'ai souvent dénoncé. Pardon pour mon manque de neutralité là-dessus, mais c'est que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et la misogynie sont devenus acceptables dans le débat, alors que des discours de rupture avec un système appelons-le capitaliste si on veut, sont devenus intolérables. Absolument. Je ne veux pas être un vieux con, mais j'ai grandi à une époque où, j'en ai entendu des communistes à l'Assemblée nous expliquer qu'il fallait rompre avec le capitalisme et tout. Moi, ça m'a toujours paru être un truc quasi folklorique dans le paysage politique français. Et c'est finalement... les marxistes sont franchement... c'est bon, quoi. C'est finalement là que le masque tombe, en fait. Et c'est là que le masque tombe, parce que c'est ce que tu disais sur... en réalité, le RN est là pour maintenir l'ordre établi et ne pas changer radicalement les choses, mais juste servir la classe dominante. On va encore se faire reprocher de ne pas être assez neutre. J'aurais dû dire bourgeois pour Usul. Usul, on t'embrasse. Désolé pour notre intolérance envers les racistes. On est désolé. Mais pas tant que ça, en fait. Claire, un mot de la fin ? Ouais, en fait, là-dessus, et je voulais juste rajouter qu'en fait, la manière de mener ou de pas mener le débat de la Macronie nous aide pas du tout, parce que là, par exemple, il y a eu la même sanction pour le député Thomas Porte, par exemple, pour cette photo, et pour le député RN qui avait proféré une phrase extrêmement raciste. Et donc, c'est là où on voit aussi une espèce d'indistinction de « Ah là, vous êtes des pas respectables et on vous met tous dans un espèce de même panier indistinct. » Mais je suis d'accord. C'est super dangereux, quoi. Bien sûr, vraiment, c'est Diael Brown-Pivet qui avait repris un député qui avait traité de raciste l'extrême droite et elle lui avait donné une sanction. Alors, t'avais mais même tous les républicains, même ceux tous ceux qui étaient du côté de la République qui se sont levés, qui ont dit « Ah non, par contre, eux, ils ont toujours été racistes. On va pas commencer à nous empêcher de le dire. Ça va pas commencer comme ça. » Et du coup, ils ont mis les choses au calme assez rapidement. Merci les filles pour cet échange sur le sujet de l'actu qui était la réforme des retraites. On continue à en parler dans les prochaines émissions de Backseat, bien entendu.